Bonjour à tous, il est 11 heures et on va pouvoir démarrer rapidement ce webinaire. Donc, simplement un petit mot pour vous dire que ce matin, nous serons deux du coup à animer ce webinaire, donc moi-même, Sabine Brunel, côté OID, et je serai accompagnée de Néliane Pied, qui est étudiante à Centrale Supélec et qui a donc avec deux autres étudiants à ce projet étudiant en partenariat avec l'OID la question du poids carbone je vais simplement vous dire deux mots donc sur la slide suivante sur l'association. Un certain nombre d'entre vous, je pense, la connaissent bien. Pour vous rappeler que l'OID est une association indépendante reconnue d'intérêt général et que nous, ce que nous faisons, c'est suivre et animer des groupes de travail avec les acteurs du secteur afin d'améliorer la compte des enjeux ESG pour les acteurs de l'immobilier. Pour ce faire, on a notamment à disposition du plus grand nombre un centre de ressources qui s'appelle Taloen et sur lequel vous trouvez un grand nombre de publications, d'outils, de baromètres, de décryptage réglementaire également. Voilà, donc sur la slide suivante, si tu peux passer la slide suivante, et encore la suivante, je vais aller relativement rapidement. Sur l'écosystème que constituent les membres de l'OID, donc vous voyez, on est aujourd'hui entre 70 et 80 membres à l'OID. Et puis, on a des acteurs diversifiés de la chaîne de valeur, que ce soit les les foncières, les promoteurs, les bureaux d'études, les conseils, les properties. Voilà, donc il y a vraiment un grand nombre de typologies d'acteurs qui sont représentés, les utilisateurs également, et qui font partie de l'association. Donc tous ces acteurs, tous ces participants viennent enrichir nos groupes de travail et nos réflexions au regard des enjeux ESG qui y sont évoqués. Voilà. Et puis, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais faire un petit flashback sur une publication précédente parce qu'il y a un lien entre les deux. En décembre 2019, l'OID a produit des travaux sur le poids carbone d'un bâtiment de bureau. Donc, sur la slide suivante, rapidement, l'objectif de ces travaux était de regarder les actions qui sont menées sur les bâtiments de bureau, donc de la construction à la fin de vie d'un bâtiment. C'était effectivement de prendre l'ACV du bâtiment, donc depuis sa construction jusqu'à sa fin de vie, la fin de vie étant arbitrairement fixée à 50 ans. C'est une durée de vie particulière, mais en même temps qui est en ligne avec pas mal de textes réglementaires et notamment les textes de la RE 2020 qui ont été publiés récemment. Donc, l'idée, c'était de regarder sur ces 50 années comment se comporte un bâtiment de bureau, mais une fois qu'on vient y intégrer un certain nombre d'actions, et notamment d'actions de travaux, d'amélioration des locaux en vue de son utilisation, au fil du temps. Donc, c'est sur la slide suivante. Et ce qu'on voit, c'est qu'une fois qu'on avait intégré un certain nombre de travaux qui étaient définis dans les publications, donc les rafraîchissements, les restructurations, et puis l'exploitation également intégrée, mais non pas à partir de modélisation théorique, mais bien à partir des mesures et des remontées de données réelles qui sont faites par l'OID chaque année depuis 2012. Eh bien, quand on regardait le cumul de l'ensemble de ces actions, on arrivait à un poids global de 3,9 tonnes d'équivalent CO2 par mètre carré sur 50 ans. Voilà, donc ce travail visait donc à donner, on va dire, une vue d'ensemble un tout petit peu plus élargie que simplement la construction plus l'exploitation théorique. Et donc, sur la slide suivante, voilà, je vous ai simplement remis sur le support qui sera donc disponible également sur Taloen une fois que ce webinaire aura été fait. Eh bien, le décryptage spécifique pour expliquer comment on avait raisonné pour la partie travaux. Ensuite, un décryptage qu'on avait fait spécifiquement pour la partie exploitation, pour regarder vraiment dans le détail ce qu'on avait intégré. On avait intégré
évidemment la partie exploitation chauffage, mais également un certain nombre de services au bâtiment qui sont intrinsèques à l'utilisation du bâtiment et sans lesquels le bâtiment ne peut pas être correctement exploité. Donc ces services-là avaient également été intégrés et donc la publication, résultat de ce travail. Alors, suite à ce travail, on avait en tête effectivement de mener la même démarche pour des bâtiments de logement. Et donc, pour ce faire, nous nous sommes associés à Centrale Supélec dans le cadre d'un projet étudiant que donc Néliane va vous présenter maintenant et qui se penche donc plus spécifiquement sur cette classe d'actifs. Oui, merci Sabine. Alors, bonjour à tous. Pour commencer, je vais rappeler un petit peu le contexte. Pourquoi, au final, est-ce qu'on a voulu faire ce projet? À quelles questions répond-il? Donc, on sait aujourd'hui que la pollution et la détérioration de l'environnement est au cœur des débats politiques et sociaux. Et c'est ce qui a mené à l'accord de Paris de 2015 pour prendre ce sujet en main au niveau mondial. En France, pour accélérer cet accord de Paris et pour vraiment proposer des objectifs applicables en France, la France a du coup proposé un plan climat avec différents objectifs pour accélérer la mise en place de cet accord de Paris. Donc, c'est-à-dire mettre en place une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre et le maintien du réchauffement de la planète en dessous de 1,5 degré, 2 degrés environ. Donc, les objectifs de ce plan climat sont écrits ici dans les différentes bulles que vous pouvez voir. Donc, on a tout d'abord la volonté de réduire la consommation énergétique de 17% d'ici 2030. Mais aussi, on souhaite réduire la part des énergies fossiles dans le mix français de 40% également d'ici 2030 et réduire la part d'électricité provenant de l'énergie nucléaire de 50% en 2030. Et bien évidemment, on en entend beaucoup parler, le grand objectif aussi est l'atteinte de la neutralité carbone d'ici 2050. Ce qu'il faut savoir, c'est que le secteur du bâtiment représente 45% de la consommation d'énergie finale et 25% des émissions de gaz à effet de serre en France. Donc, au vu de ces chiffres, on voit que c'est vraiment un secteur clé pour atteindre les objectifs de la loi climat. Et c'est pour cela que l'État mène des politiques de rénovation énergétique qui encouragent justement des travaux d'isolation, des changements de système de chauffage, etc., pour pouvoir réduire les consommations des bâtiments et du coup réduire les émissions de gaz à effet de serre. On sait qu'il y a beaucoup d'aides qui ont été mises en place. Je pense que vous en connaissez certaines. Je peux par exemple citer MaPrimeRénov', qui est une prime adressée aux revenus les plus modestes. Il y a aussi l'éco-prêt à taux zéro, qui est un prêt à taux d'intérêt nul, pour pouvoir financer justement ces rénovations sans faire d'avance de trésorerie au final. On a aussi la TVA à taux réduit ou encore les C2E, je pense que vous en avez entendu parler, ce sont les certificats d'économie d'énergie. Donc en fait, ils sont proposés par certaines entreprises pour aider à la réalisation de travaux d'économie d'énergie. Donc voilà, donc c'est ce que j'ai écrit ici dans les 2 premiers points. Donc, on sait que le secteur du bâtiment permettrait de diminuer cette empreinte carbone si on agissait là-dessus. Mais en plus de diminuer l'empreinte écologique des bâtiments, le fait de faire des rénovations énergétiques permet de réduire la facture d'énergie des habitants. Ça permet d'améliorer le confort et d'augmenter le pouvoir d'achat et la valorisation du patrimoine, puisqu'on fait des rénovations et du coup, les installations seront neuves, etc. Donc, on voit bien qu'il y a aussi
d'autres motivations que les économies d'énergie. Euh, Aujourd'hui, on sait qu'il y a 5 millions de logements qui sont mal isolés en France et qu'il y a 17% des Français qui déclarent avoir froid chez eux. Donc, j'avoue que quand j'ai vu ces chiffres, j'ai été assez étonnée parce que 17% des Français, j'ai trouvé ça assez important. Donc, on comprend pourquoi la France cherche justement à financer, à aider justement ces rénovations énergétiques. D'ailleurs, dans le plan de relance, la France consacre 500 millions d'euros pour les réhabilitations lourdes. Je parlerai plus en détail tout à l'heure de ce que sont les réhabilitations lourdes, pardon. Et du coup, pour permettre d'éviter les passoires thermiques. Je fais un petit point sur les passoires thermiques pour qu'on soit tous au clair là-dessus. Donc, qu'est-ce que sont les passoires thermiques? En fait, ce sont les logements les plus énergivores. Donc, ça va être les logements des classes F et G du DPE, le diagnostic de performance énergétique. Donc, c'est un indicateur qui permet de classer les logements en fonction de leur consommation. Donc ici, vous voyez les classes A, B, C, D, E, F. Donc voilà, donc les deux dernières sont les logements qui consomment le plus et c'est ce qu'on appelle des passoires thermiques et il y en a 4,8 millions en France. Donc, dans ce contexte, on comprend qu'il est important de faire des rénovations, de justement pallier à ces passoires thermiques, etc. Or, en regardant certains articles, on a constaté que le résultat est un peu mitigé et qu'après 40 ans d'une politique de rénovation énergétique, les constats ne sont pas à la hauteur des espérances. Donc, on a étudié différents articles et on a vu qu'on a un grand retard au niveau des rénovations en France. Par exemple, on sait que l'objectif était de 700 000 rénovations par an, alors qu'en réalité, on n'est qu'à 30 000. Donc, on voit qu'il y a déjà un écart au niveau de ce qui était prévu et ce qui est fait en réalité. Financièrement, on sait que la rénovation pose encore problème puisqu'elle présente un faible retour sur investissement. On a pu voir dans une étude que pour 1 000 euros par an de rénovation, donc qui sont investis dans des rénovations, au final, les gains sur la facture ne sont que de 8 euros par an. Donc, ce n'est pas à la hauteur des espérances. Et enfin, on s'est aussi rendu compte qu'il y a une certaine inefficacité des rénovations, puisque la rénovation ne permet pas toujours la diminution des émissions des gaz à effet de serre à cause de l'effet rebond, entre autres. Là, pareil, je vais faire un petit point sur qu'est-ce que l'effet rebond pour que tout le monde soit au clair là-dessus. En fait, c'est un paradoxe qui va inciter, entre guillemets, le consommateur à augmenter sa température de consigne pour le chauffage, puisqu'il aura fait des diminutions, des économies sur sa facture. Donc, il va consommer plus. Donc, voilà, donc c'est un petit peu ce qu'on a pu récolter des différentes études qui ont été publiées. Donc, au final, on se pose la question, mais quel est le réel coût d'une rénovation énergétique dans un logement collectif? Parce que d'après les politiques de rénovation, etc., on va faire plein d'économies d'énergie. Dans les faits, d'après les retours d'expérience, ce n'est pas toujours vrai. Donc, pour répondre à cette problématique, on a décidé de réaliser 2 cycles de vie des logements. Donc, un sans rénovation énergétique et un cycle de vie avec rénovation énergétique pour pouvoir les comparer. Je rappelle ce qu'est un cycle de vie. Donc, le cycle de vie, c'est la succession en fait de diverses étapes comprises entre la construction et la démolition du bâtiment. Donc, comme l'a dit Sabine tout à l'heure, on a décidé que le cycle de vie dure 50 ans. C'est ce qui est en ligne avec la RE 2020 notamment. Donc voilà, donc en fait, le cycle de vie, ça va être ma construction, les différents travaux qu'on va faire tout au long du cycle de vie et jusqu'à la démolition en fait.
Alors, la méthodologie qu'on a suivie, donc dans un premier temps, ce que vous voyez ici en haut dans le premier encadré, on a divisé le projet en 3 grandes étapes de calcul. Donc, dans un premier temps, on a estimé la consommation énergétique des bâtiments. Au final, pourquoi déjà est-ce qu'on a ces 3 étapes? Eh bien, pour réaliser ces cycles de vie, on a besoin de savoir combien de CO2 est émis au niveau de chaque étape du cycle de vie. Voilà. Donc, pour savoir, pour pouvoir toutes les additionner et au final, connaître les émissions totales sur le cycle de vie. Donc, on a estimé dans un premier temps les consommations énergétiques des logements. On a estimé les émissions de CO2 des travaux hors rénovation énergétique. Donc, tout à l'heure, je vous présenterai quels sont justement ces différents travaux et quelles sont les catégories. Mais c'est en fait tous les travaux, on va dire classiques, et qu'on a séparés des travaux de rénovation. Donc, les travaux de rénovation qui permettent justement, eux, de réaliser des économies d'énergie. Donc, une fois qu'on a eu tous ces résultats, on les a mis dans un calculateur et ce calculateur nous a permis d'obtenir du coup les 2 cycles de vie avec et sans rénovation énergétique qu'on a ensuite comparé pour pouvoir répondre à la problématique que je vous ai présentée juste avant. Je vous présenterai aussi l'analyse de quelques résultats intéressants qui peuvent remettre en cause quelques idées qu'on pourrait avoir. Et pour aller plus loin, je vous présenterai aussi des aspects qu'on a étudiés, comme l'effet rebond et l'aspect financier. En premier temps, donc, on a estimé les consommations des logements pour pouvoir en déduire les émissions carbone liées aux consommations des bâtiments, des logements. On s'est appuyé sur les données d'une étude du CEREN pour avoir la consommation en kilowattheure au mètre carré d'un logement collectif. Donc, en fait, ce qu'on a réalisé, c'est qu'on a fait des ratios pour avoir le poids de tous les types d'énergie dans le mix français, donc de l'électricité, du gaz, du fioul, etc. On a obtenu la consommation énergétique moyenne d'un Français en 2018. Et on a, donc c'est celle que vous voyez ici, donc pour un logement collectif, il va consommer en moyenne 160 kWh par mètre carré par an. On a fait la distinction ici de la consommation qui est liée au chauffage, puisqu'au final, la rénovation énergétique, elle va impacter le chauffage en particulier. Il faut savoir que le chauffage représente environ 70% des consommations énergétiques du bâtiment. Donc, c'est vraiment un poste qui n'est pas négligé. Une fois qu'on a obtenu du coup la consommation au mètre carré d'un logement collectif, on l'a multiplié par les différents facteurs d'émission en fonction des poids des différentes énergies dans le mix énergétique. Et on a multiplié aussi par 50 pour avoir le total des émissions carbone liées à la consommation du logement sur 50 ans, donc c'est-à-dire sur tout son cycle de vie. Et on a pu avoir comme résultat qu'on arrive à environ 1,3 tonnes de CO2 par mètre carré. Donc voilà, une fois qu'on a obtenu donc les émissions liées à la consommation du bâtiment, on va s'intéresser maintenant aux émissions liées aux différents travaux au final qu'on va réaliser durant le cycle de vie de notre bâtiment. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a divisé les différentes catégories de travaux en 4. Donc, on va avoir la construction, le second œuvre, les rafraîchissements et les rénovations énergétiques. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a estimé le poids carbone de chaque catégorie à partir des facteurs d'émission de la base de données INES. Cette base de données INES nous a beaucoup aidé puisqu'elle nous donne les facteurs d'émission des différents matériaux. Dans un premier temps, on a donc la première catégorie de travaux qui est la construction et tout ce qui est lié aux grosses œuvres. Donc, en fait, ça va être l'ossature du logement. On a ensuite, comme seconde catégorie de travaux,
le second œuvre, donc c'est ce qui succède la construction et c'est ce qui permet de rendre le lieu habitable. Ensuite, on a les rafraîchissements. C'est les travaux que tout le monde réalise chez soi au final. C'est ceux qui permettent d'améliorer l'aspect visuel et d'améliorer le confort du logement. Donc, ça va être tout ce qui est revêtement au sol, au mur et au plafond. Et enfin, nous avons la dernière catégorie de travaux, donc celle qui nous intéresse le plus ici, c'est les rénovations énergétiques. On les a divisées en 2 catégories. Donc d'un côté, on a les rénovations énergétiques, d'isolation et de changement de fenêtre et en deuxième, on a les rénovations énergétiques de chauffage. Nelly, Oui, Nelly, tu m'entends? Je te propose qu'on prenne quelques questions, parce qu'il y en a quelques-unes qui concernent, tu viens de présenter, oui, bien sûr. avant d'avancer. Donc déjà, je t'en lis deux concernant la partie consommation. Donc là, je reviens sur l'exploitation, mais pour le chauffage, donc il y a une personne qui demande si c'est une consommation d'électricité, de gaz naturel, et une personne qui demande les facteurs d'émission correspondent à quelle énergie utilisée, gaz, électrique, mix. Alors en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de créer, une sorte de consommation moyenne du mix énergétique français. Justement, grâce à l'étude Sérène, on a pu créer des ratios qui permettent au final de nous dire, dans la consommation d'un kilowattheure d'un Français, sur ce kilowattheure, quelle est la part de gaz, quelle est la part de fuel, quelle est la part d'électricité, etc. Donc, en fait, on a créé comme ça des pourcentages pour chaque énergie et on a créé une sorte de consommation du mix énergétique français. Et les facteurs d'émission ensuite qu'on a pris sont les facteurs d'émission classiques d'1 kilowattheure d'électricité, de gaz, de fioul, et cetera. Et c'est pour ça justement qu'on avait besoin de ces ratios pour pouvoir appliquer les facteurs d'émission de manière proportionnelle à la quantité que représente chaque énergie au final dans le mix français. Ok, donc c'est vraiment un raisonnement par rapport au mix énergétique et via une moyenne pondérée. Et Exactement. Nelly, il y a une deuxième question sur l'eau chaude sanitaire. Est-ce qu'elle a été intégrée et comptabilisée dans l'étude? Non, on ne l'a pas prise en compte. Ok. Et dernière question avant d'avancer, donc là c'est sur la partie travaux que tu étais en train de présenter. Est-ce que les parties VRD, accès aux fluides, eau et télécom et épuration sont prises en compte dans ces catégories? Je pense que oui, dans la partie construction, logiquement. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. En fait, dans la partie construction, on a pris, les données de l'ADEME, donc que vous pourrez retrouver, rapidement sur internet. Donc en fait, qui vont vraiment prendre en compte, toute la construction, du bâtiment. Donc normalement, tout est comptabilisé dedans. Ok, merci. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres questions, donc on peut continuer. Très bien. Alors, justement, je vais vous parler des quelques hypothèses, qu'on a faites pour cette étude. Je pense que c'est important d'insister là-dessus pour que, voilà, on ait le logement type bien en tête tous, qu'on a déterminé. Donc, dans un premier temps, on a séparé les logements en 2 catégories, donc les logements collectifs et les logements individuels. On a fait l'étude pour chaque type. Je vous expliquerai pourquoi on a décidé de vous présenter en particulier l'étude des logements en collectif. Je vous l'expliquerai plus tard, vous comprendrez en fonction des résultats que je vous expliquerai. Juste pour préciser, on a exclu les logements collectifs sociaux puisqu'ils ont des comportements énergétiques, enfin, ils ont des comportements assez particuliers. Donc, on les a exclus. Le cycle de vie, on a dit qu'il durait 50 ans. Bon, bien sûr, c'est contestable, mais voilà, comme on a dit, on s'aligne sur ce qui est dans la littérature.
Ensuite, pour les surfaces moyennes, on a regardé une étude de l'INSEE qui nous a permis de fixer les surfaces moyennes, donc de 63 mètres carrés pour un logement collectif et 112 mètres carrés pour un logement individuel. Ensuite, pour représenter à peu près voilà, un logement standard type moyen français, on a pris une isolation standard, donc ce qui correspond à un coefficient de construction de 1,1. Et on a pris, pour calculer les puissances des différents types de chauffage, etc., on a pris une température de confort de 20 degrés. Attention, ici, je dis bien la température de confort et non pas la température de consigne qui est préconisée. Donc ça, c'est d'après une enquête de l'ENIFOP. Nelly, pardon, Oui. je t'interromps. Je réagis à des commentaires très intéressants sur le chat. Donc, une remarque sur le fait que pour le chauffage électrique, le coefficient d'émission a été abaissé dans la future RE 2020. Donc là-dessus, oui, alors il faudra qu'on vérifie parce qu'effectivement, les plannings des études versus les plannings des textes sont pas forcément cohérents. Donc ça, on reviendra vers vous sur ce point en particulier. Mais en revanche, je voulais juste resituer le sens de ce travail. Ce qui a été fait par les étudiants de Centrale Supélec, c'est bien un calculateur. Donc l'idée, c'est qu'on a tout un tas de paramètres qu'on peut rentrer dans ce calculateur et que ensuite on peut aussi jouer avec et si je fais ma rénovation énergétique plutôt telle année ou telle année dans mon cycle de vie, comment ça réagit et ainsi de suite. Et c'est ça qui nous sort un résultat. Donc j'allais dire, c'est plutôt le raisonnement qui compte avec bon, les hypothèses qu'on a prises à date, quand bien même ces hypothèses évolueraient et elles évolueront sans cesse. Et le principe du calculateur qu'on vient vous présenter, après, on ira regarder effectivement sur cette question spécifique du facteur d'émission de l'électricité. Voilà, et puis un commentaire également, là je te repasse la main, sur la différence entre logements collectifs et logements sociaux, quel comportement particulier et pourquoi cette catégorie de logement a été exclue de ce travail. Alors, c'est selon les retours d'experts, on nous a conseillé de séparer du coup ces deux catégories de logements puisque dans les logements sociaux, comme les personnes ne sont pas forcément propriétaires, ça a un impact sur les fréquences des travaux. Donc, dans les logements sociaux, les personnes ne vont pas forcément faire les rafraîchissements, par exemple, que je vous ai présentés tout à l'heure, à la même fréquence qu'une personne qui est propriétaire d'un appartement, dans une copropriété, etc. C'est pour ça qu'on les a différenciés, puisque les fréquences des travaux ne sont pas les mêmes. Merci, c'est clair. Alors, donc du coup, justement, je vais vous présenter ce calculateur, à quoi est-ce qu'il sert au final. Donc, c'est de calculer les émissions carbone du logement sur son cycle de vie pour qu'on puisse justement en sortir nos deux cycles de vie avec rénovation et sans rénovation énergétique. Donc, comme le disait Sabine, on a 4 paramètres en entrée. Donc, le nombre d'années avant la rénovation énergétique d'isolation, le nombre d'années avant la rénovation énergétique de chauffage. Donc, c'est par exemple, je vais faire ma rénovation, je vais faire mon isolation au bout de 25 ans et je vais faire mon changement de chauffage à 30 ans. Ça, ce sont les hypothèses qu'on a prises partout. Elles seront valables du début à la fin de la présentation. Ensuite, on rentre le type de chauffage initial. Donc, nous, on a pris un peu un cas extrême. On a pris une chaudière de type fioul et on rentre le nouveau type de chauffage. Donc, ici, on a pris en l'occurrence une pompe à chaleur. Ensuite, on a différents scénarios au cours d'un cycle de vie qui peuvent se passer. On peut avoir du coup un scénario où la personne va décider de ne faire aucun travaux de rénovation énergétique. Donc ça, ce sera un cycle de vie sans rénovation énergétique.
ou une personne va faire les deux, donc et la rénovation énergétique d'isolation et de chauffage, ou bien faire un seul des deux. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on demande ces 4 paramètres en entrée du calculateur. Comme ça, il va calculer automatiquement le total des émissions avant la rénovation énergétique. Donc ça représente les émissions de CO2 de tous les travaux hors rénovation énergétique, plus les émissions de CO2 liées à la consommation du logement, donc c'est-à-dire du chauffage et des autres usages. Donc par exemple, voilà, tout ce qui est électricité, je vais brancher mon téléphone, je vais allumer la télé, allumer la lumière, etc. Donc toutes ces consommations-là. Et ensuite, il va calculer donc sur la deuxième partie du cycle de vie, si elle existe ou pas, le total des émissions après la rénovation énergétique. Pourquoi? Parce que théoriquement, je vais faire une rénovation énergétique. Le but, c'est de diminuer justement ma consommation. Du coup, ça va diminuer mes émissions de CO2 liées à la consommation du bâtiment. Et on va ajouter à cela, par contre, les émissions de CO2 liées aux travaux de rénovation énergétique. Ma pompe à chaleur, lors de sa fabrication, elle va émettre du CO2. Donc, il faut aussi le comptabiliser. Donc, au final, on peut avoir le total des émissions de CO2 sur 50 ans qu'on a obtenu en kilogrammes de CO2 par mètre carré. Donc, ici, vous avez l'infographie donc qui est le résumé au final des cycles de vie qu'on a obtenus. Ici, vous avez le cas du cycle de vie sans rénovation énergétique. Donc, la ligne que vous voyez ici, c'est la durée de vie du bâtiment. Donc, on peut voir qu'on a une étape de construction au début du cycle de vie. Donc, on a trouvé qu'elle émet 940 kg de CO2 par mètre carré. Au milieu du cycle de vie, vers 25 ans, on va réaliser des gros travaux de seconde œuvre, donc qui émettent 235 kg de CO2 par mètre carré. Et ensuite, tout au long de la vie du bâtiment, vous allez avoir donc, ce qu'on appelle l'exploitation, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, donc au final, tout ce qui est lié à la consommation énergétique du bâtiment. Et enfin, vous voyez là les travaux de rafraîchissement. Donc, on en a 1, 2, 3, 4, 5 au cours du cycle de vie. Pourquoi 5 ? On a trouvé que le temps moyen de détention d'un logement est d'environ 10 ans. Du coup, on s'est dit, généralement, quand on achète une nouvelle maison, un nouvel appartement, on va vouloir le remanier un peu à son goût. Du coup, on va faire un petit coup de peinture, changer le revêtement sol, etc. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a défini une fréquence de travaux de rafraîchissement tous les 10 ans. Et au final, quand on fait la somme du coup de tous ces travaux, on va obtenir les émissions totales du logement de 3,6 tonnes de CO2 par mètre carré. On a refait la même chose avec les travaux de rénovation énergétique. Donc ici, ce qui change, c'est qu'on va avoir en plus du cycle de vie classique, donc là on retrouve bien la construction, l'exploitation, les travaux de rafraîchissement, etc. On va avoir 2 travaux de rénovation énergétique. Donc comme je vous disais, à 25 ans, les travaux d'isolation et à 30 ans, le changement de chauffage. Donc, le calculateur nous a permis de prendre en compte du coup les émissions liées à ces travaux, mais par contre, il prend aussi en compte les gains au final qu'on va faire de consommation, donc les gains d'émissions de CO2. Et on a obtenu, donc sur les 50 ans, avec rénovation énergétique, on va émettre 3 tonnes de CO2 par mètre carré. Donc, au final, on a diminué nos émissions de 3,6 tonnes à 3 tonnes. Juste, Nelly, pardon, Oui, si tu peux revenir sur la slide précédente. L'innovation, c'est qu'au fur et à mesure, le poids carbone de l'exploitation du bâtiment de logement, finalement, baisse au fur et à mesure que les gestes de rénovation énergétique sont effectués. Donc, c'est pour exactement. ça qu'on a plusieurs paliers
de diminution de ces gaz à effet de serre émis. Donc, ici, je voulais vous montrer au final un petit histogramme pour se rendre compte visuellement du détail des émissions de CO2 par poste d'émission, en fait. Donc ici, en bleu, vous avez tout ce qui est la construction, le second œuvre, etc. En orange, les rafraîchissements. En gris, la consommation de chauffage. Et en jaune, les consommations des autres usages. Donc, à gauche, c'est l'histogramme du cycle de vie sans rénovation énergétique. À droite, l'histogramme avec les rénovations énergétiques. Et donc, il y a deux choses frappantes qu'on voit directement. Déjà, la première, c'est que les émissions de CO2 liées à la consommation de chauffage diminuent. Là, la partie grise, on voit qu'elle a nettement diminué. Par contre, du coup, dans le cycle de vie avec rénovation, on ajoute un nouveau poste d'émission de CO2. Donc, c'est ce qui est ici, les rénovations énergétiques, c'est ma construction de ma nouvelle chaudière va émettre du CO2 aussi. Donc ici, vous avez la même chose, mais sous forme de camembert pour voir ce que ça représente en pourcentage. Je tiens à préciser, attention, les camemberts, 100% du camembert de gauche est différent du 100% du camembert de droite. Pourquoi? Parce qu'on a dit que sans rénovation énergétique, on émettait 3,6 tonnes et avec rénovation énergétique, on émet 3 tonnes. Donc, bon, on voit de nouveau qu'on a diminué la part des émissions liées à la consommation de chauffage, puisqu'on passe de 55% à 31%, et qu'on ajoute un nouveau poste ici, donc la rénovation énergétique, qui est de 18%. Oui, la rénovation énergétique permet de réduire les émissions liées aux consommations de chauffage, mais attention, on rajoute un nouveau poste d'émission. Je tiens à préciser que pour les logements individuels, on a fait la même chose et on obtenait sensiblement les mêmes résultats. On passait de 3,5 tonnes sans rénovation énergétique à 3 tonnes avec rénovation énergétique. On a essayé de pousser un peu plus loin ces résultats justement pour voir quelle est la part de ces rénovations énergétiques et qu'est-ce que cela engendre. Donc, on va en fait ici s'intéresser aux gains carbone selon les hypothèses précédentes qu'on a faites, donc une isolation à 25 ans et un changement de chauffage à 30 ans. Et on voit ici que dans le logement individuel et dans le logement collectif, les gains carbone par mètre carré sur 50 ans sont sensiblement les mêmes. On est à 1,31 et à 1,39. Mais quand on va rapporter ce gain au nombre d'habitants dans le logement. Donc ici, c'est pour ça que vous voyez une petite flèche avec le divisé. En fait, on a divisé ces gains carbone par le nombre d'individus, donc 1,9 personnes dans le logement collectif et 2,3 personnes dans le logement individuel. Donc ça, ce sont des chiffres, bien sûr, de l'INSEE. Et on remarque au final que dans un logement collectif ramené au nombre d'individus, les gains carbone sont plus élevés. On est à 732 contre 520 environ dans le logement individuel. Donc, c'est pour ça que, je reviens sur ce que je disais au tout début de la présentation, c'est pour ça qu'on pense qu'il est plus intéressant de se focaliser sur les logements collectifs, puisqu'au final, ils vont être plus attractifs en termes de rénovation énergétique. Donc, maintenant qu'on sait ça, on va se focaliser sur les logements collectifs. On va chercher à savoir quels sont les travaux les plus rentables au final. Donc, on va comparer le temps de retour carbone pour une isolation seule et pour un chauffage seul. Donc, je tiens à préciser qu'est-ce que le temps de retour carbone aussi. Donc, en fait, c'est le nombre d'années nécessaires pour compenser les émissions liées aux travaux de rénovation énergétique. Dans le cas d'une isolation seule, on est à 17 ans et dans le cas d'un chauffage seul, on est à 4 ans. Lorsqu'on fait les deux, on est à 13 ans. Donc, en fait, on remarque que le temps de retour carbone est très rapide pour un changement de chauffage. Je rappelle ici qu'on a fait un changement d'une chaudière fuel à une PAC.
comparé du coup à une isolation sol. Et en fait, c'est dû au fait que le chauffage permet des économies beaucoup plus fortes en carbone, donc quand on fait le changement de fioul vers PAC, alors que les gains d'isolation, on a vu qu'ils étaient environ limités à 50% du maximum de réduction des pertes. Donc, on se rend compte ici que par rapport au temps de retour carbone, c'est le chauffage qui est à privilégier parce qu'il permet un temps de retour carbone 3 fois plus grand que l'isolation. Nelly, Donc, oui. je t'interromps encore une fois pour prendre quelques questions qui arrivent au fil de l'eau. Donc, il y a une question sur la possibilité dans le calculateur de simuler une rénovation de l'isolation avec des matériaux biosourcés qui ont donc un impact carbone plus faible que des matériaux standards. Alors, non, on ne l'a pas prise en compte, ça. On peut juste modifier le pourcentage de gains que va réaliser l'isolation. Par exemple, on va estimer des fois qu'elle va faire que 40% au final de gains sur les consommations ou 50%, donc ça, on peut le modifier. Mais c'est vrai qu'on n'a pas pris en compte une isolation avec des matériaux biosourcés. Et ce serait d'ailleurs une belle amélioration. Enfin, si on pouvait continuer, on pourrait rajouter cette option, oui. Oui, oui, d'autant que ça dépend également des, comment dire, des évaluations de poids carbone de ces matériaux disponibles dans la base ADEME. Donc, à voir. Oui. Ensuite, j'ai une question, alors très pertinente, mais pour autant pas facile à gérer. Mais pourquoi ne pas prendre en compte un cycle de vie beaucoup plus important pour les logements haussmanniens qui font 200 ans minimum pour baisser le poids de la construction dans les émissions de CO2? Donc là, je peux répondre si tu veux bien. En fait, l'idée, effectivement, arbitrairement et normativement, on part sur 50 ans. Il est certain qu'on a tous conscience, pour autant qu'un bâtiment, dans bien des cas, va au-delà et bien au-delà de cette limite de 50 ans. Donc, en fait, l'idée serait, à mon sens, de regarder, que ce soit pour le bureau ou pour le logement d'ailleurs, de regarder la courbe de cycle de vie. Et une fois qu'on est arrivé au bout des 50 ans, si on estime que l'immeuble continue, rien n'empêche à partir de peut-être d'une rénovation de seconde œuvre comment dire, un petit peu conséquente, et de repartir sur le cycle de vie pour 2, 3, 4 cycles, enfin autant qu'on veut. Une fois qu'on a, je dirais, une fois qu'on a le fonctionnement des 50 premières années, on peut derrière moduler pour des typologies de logements spécifiques. Voilà, donc ça, c'était ma réponse pour la question du cycle de vie, de la durée du cycle de vie. Alors, du coup, j'ai une question subsidiaire sur l'isolation. Est-ce que vous avez pris comme hypothèse de la laine minérale ou sinon, quelles hypothèses? Alors pour cela, on a fait pareil, une moyenne. Donc on a pris différentes isolations qui étaient proposées dans la base de données de l'INES. Il y avait de la laine de verre. J'avoue que là, comme ça, je ne me souviens plus exactement des différents types. Mais il y a de la laine de roche aussi, par exemple. Voilà, en fait, on a fait une moyenne des facteurs d'émission des différents matériaux qu'on a pu trouver sur la base de données de l'INES. D'accord, ok. Ensuite, il y a une question, il y a une remarque sur le fait qu'il faudrait faire le même calcul pour comparer la réduction des émissions de CO2 liées au passage fuel-gaz. Pareil, en fait, je crois que vous l'aviez fait, ce calcul. Oui, oui, en Euh, fait, là, c'est juste qu'on a pris un exemple pour pouvoir voilà, vous donner des chiffres. Mais bien sûr, dans le calculateur, en fait, c'est ce que je vous disais au début, on choisit les paramètres. Donc, par exemple, si on veut passer de fioul à gaz, il suffit de le rentrer dans les paramètres du début et on obtient les chiffres correspondant à ce changement. ok. Et ensuite, voilà. Ensuite, j'ai des questions, mais pour le coup, bon, là, je la lis telle quelle, même si voilà, je ne la prends pas telle quelle, mais cela s'oppose au principe de la thermique du bâtiment. En baissant les besoins, je baisse les besoins de chauffage. En fait, l'étude ne dit pas qu'on augmente les besoins de chauffage si on isole. Là, on raisonne en temps de retour. Pour moi, ce n'est pas tout à fait le même cadre. C'est-à-dire, l'étude dit, c'est très bien d'isoler et de changer le mode de chauffage dans le cas d'un chauffage fortement carboné, ça c'est clair.
En revanche, il faut juste avoir conscience que l'isolation seule mettra beaucoup de temps à s'amortir. C'est simplement ça, que ça dit. Mais pour moi, voilà, ça ne dit pas ce qui est sous-entendu, à savoir qu'en baissant les besoins, je baisse les besoins de chauffage. Voilà. Oui, voilà, Donc c'est vraiment d'un temps de retour carbone dont on parle. Donc, pour faire mon isolation, j'ai mis tant de carbone. Est-ce que les gains que je réalise au final, en combien de temps est-ce qu'ils compensent ces travaux d'isolation? Voilà. Donc, maintenant on a vu qu'au final, si on doit faire un choix, c'est plus important. Enfin, on va dire que, sur le temps de retour carbone, c'est plus intéressant de faire, un changement de chauffage. Maintenant, on va regarder quel changement de chauffage est à privilégier parce qu'on a pu voir que tous les changements de chauffage ne sont pas rentables. On a fait différents scénarios. Donc, par exemple, là, justement, vous avez un changement de fuel vers une PAC, un changement de chauffage électrique à une PAC, de PAC à biomasse, etc. Et on voit qu'ils ne sont pas tous rentables. En fait, le temps de retour carbone, par exemple, de fuel vers PAC sera de 6 ans, alors que d'une PAC vers la biomasse sera de 127 ans. Pourquoi? Eh bien ça, c'est dû au fait que, entre le fioul et la PAC, le facteur d'émission, est vraiment très, très différent, alors qu'entre une PAC et de la biomasse, l'écart est moins important. Du coup, le temps de retour carbone sera meilleur lorsqu'on fera un changement d'énergie, radical, si je puis dire, donc vraiment d'une énergie très carbonée, du fioul, vers PAC. Alors que ça marche moins d'une PAC vers de la biomasse, puisque les 2 ont déjà, un facteur d'émission, assez faible. Donc voilà, je vais passer rapidement pour qu'on ait le temps de tout finir. Hem, pour aller plus loin, on s'est intéressé à l'effet rebond. Donc je rappelle, l'effet rebond, c'est lorsque les personnes vont avoir du coup, grâce à leur rénovation énergétique, des factures qui seront moins élevées. Du coup, ils vont se dire: «On va pouvoir augmenter la température, heu, au même prix, et en payant le même prix que je payais avant», donc avoir un meilleur confort thermique. Et donc on a vu là, pareil, on a fait, différents scénarios. On a fait du fioul, d'une chaudière fioul vers, une chaudière à gaz et d'une chaudière fioul vers une PAC et on a vu qu'en augmentant de 5 degrés la température, de consigne, hem, parfois les économies, carbone réalisées au final, s'annulent puisque, il y a un chiffre qu'il faut avoir en tête, c'est à chaque fois qu'on augmente d'1 degré la température de consigne, on va avoir 7 d'émissions en plus. Alors que quand on le fait, avec une PAC, comme justement l'écart des facteurs d'émission est très grand, la réduction des émissions de carbone va être moindre grâce à ce facteur d'émission qui est assez différent. Donc, pour conclure ici, on va dire que, l'effet rebond dû à l'augmentation de la température de confort peut être minimisé en optant pour un changement de chauffage radical. Donc quand on dit radical, c'est vraiment d'une énergie très carbonée à une énergie, moins carbonée. Ensuite, rapidement sur l'aspect financier, parce qu'au final, ici, on a toujours parlé du point de vue des émissions carbone, etc. Mais au final, la motivation première n'est pas forcément les réductions des émissions carbone. On a vu que ça pouvait être juste pour l'augmentation du confort, la valorisation du patrimoine, etc. Donc, ici, on a fait un petit tableau avec différents scénarios. Pareil, je fais un changement de fuel vers électricité, fuel vers PAC et une isolation. Et en fait, ici, vous avez les euros dépensés pour effectuer des gains d'1 kilogramme de CO2. Donc, du coup, là, on voit par exemple que le changement de fioul vers l'électricité, c'est seulement 3 €, alors que l'isolation,
c'est 72 €. Et ici, pareil, on a regardé le retour sur investissement. Donc ça, c'est par rapport au coût de l'installation qu'on a mis par rapport au prix du kilowattheure. On a vu que c'est pas forcément rentable ici parce que l'électricité est 2 fois plus chère que le fioul. Enfin voilà. Donc au final, on remarque que les travaux de rénovation énergétique sont rentables grâce aux aides financières de l'État, donc que j'ai évoquées précédemment. Donc, rapidement pour conclure, on a vu du coup que la rénovation énergétique doit être compensée par ses gains parce que c'est une nouvelle source d'émissions dans le cycle de vie. Il vaut mieux privilégier le passage d'une énergie très carbonée à une énergie fortement décarbonée pour pouvoir justement compenser les émissions dues à ce changement. Et aussi, on a vu que à choisir, c'est la rénovation énergétique de chauffage qui présente un meilleur retour sur investissement et un meilleur retour carbone. Et du coup, pour terminer, donc on pense déjà dans un premier temps qu'il faudrait favoriser les incitations financières en faveur de la rénovation énergétique de chauffage, puisqu'on a vu que c'était le meilleur retour carbone et le meilleur retour sur investissement, pardon. Et on pense aussi qu'il serait important de prendre en compte le type de l'ancienne installation, justement pour éviter tout ce qui est dû à l'effet rebond et pour bien compenser les gains carbone. Et on pense qu'il faudrait aussi essayer de trouver une méthode pour intégrer l'effet rebond. Donc voilà, c'est indéniable que la rénovation énergétique permet des gains énergétiques et permet de baisser les émissions de CO2, mais il faut faire en sorte de l'optimiser au maximum selon ce que j'ai évoqué ici. Alors, simplement pour vous dire que effectivement, l'angle de ce travail, c'est un angle uniquement carbone. Donc, c'est vrai qu'il y aurait comment dire, des observations différentes si on raisonnait en consommation énergétique ou selon d'autres paramètres, c'est certain. Ensuite, vous dire que du coup, en partenariat avec Centrale Supélec, en fait, il y a deux étudiants. Celui que nous venons vous présenter ce matin et un second sur le dispositif éco-énergie tertiaire. Qu'en pensent les acteurs? Donc, les étudiants sont allés interroger un certain nombre d'acteurs et donc, c'est le résultat de ces interviews et de ces échanges qui est restitué dans cette petite étude. Voilà. Et du coup, l'étude que nous venons de vous présenter sera mise en ligne, je pense, dans la journée, mais elle n'y est pas à l'instant. Donc, on vous fera passer tout ça. Et donc, juste sur la slide suivante, qui sera la dernière de cette présentation ce matin, voilà, on vous remet quelques-unes des dernières publications de l'OID, donc sur des thématiques assez variées. Hein. Vous voyez, il y a la première édition de l'Observatoire des pratiques de labellisation ISR, hein, une conférence et un travail mené en partenariat avec l'ASPIM et Noétique et qui a été publié la semaine dernière. Le guide des actions adaptatives au changement climatique, donc ça, sur la thématique d'adaptation et un travail publié fin mars, et puis un guide des écomatériaux pour l'immobilier, donc mené en partenariat avec des étudiants de la Sorbonne, et pareil, qui a été publié fin mars. Voilà, bah, écoutez, merci à tous. Merci à tous ceux qui ont enrichi l'échange par leurs questions et leurs commentaires. Et on vous souhaite une excellente journée à tous.